Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous accueillons un de nos auteurs de la radio Sénégal. Il s'appelle Dr Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l'Université Alioune Diop de Bambey. Monsieur Taye, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. La lancinante question de la redistribution des richesses. Vous avez écrit un ouvrage là-dessus, Un citoyen, un revenu ou la révolution de la redistribution. Nous supposons qu'il s'agit de la redistribution des richesses. C'est une question lancinante, comme je l'ai dit, une question qui taraude les gouvernants, les responsables des politiques publiques, les autorités politiques. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire dessus? J'ai choisi d'écrire dessus parce que tout simplement, nous le savons, nous sommes dans un pays développé, sous-développé et pauvre. Et je crois que les revenus posent un grand problème. C'est-à-dire la pauvreté est justement le bien ou le mal le plus partagé. Et donc nous avons pensé que dans un pays sous-développé, d'abord les emplois sont rares, même si les emplois existent, ils sont mal rémunérés. Donc en fait, il y a toujours un problème de revenus pour satisfaire nos besoins les plus élémentaires. Donc il va falloir effectivement que l'État essaie en fin de compte d'intervenir pour soutenir la demande, surtout la demande au niveau des couches défavorisées. C'est pourquoi nous avons parlé de la redistribution pour prendre en charge les besoins élémentaires des couches les moins favorisées. Mais notre défi, nous, contemporains de cette époque, l'on parle de la globalisation, on parle de la mondialisation, qui aujourd'hui, même si les pays, il y a beaucoup de pays qui sont pauvres, qui sont sous-développés, mais avec le phénomène de la mondialisation, comme disait Marshall McLuhan, un village planétaire, les pays certes courent pour avoir la possibilité de bénéficier de cette globalisation pour amortir peut-être ce choc que revêt la pauvreté. Quel est aujourd'hui le regard des spécialistes que vous êtes par rapport à cette mondialisation en ce qui concerne la chance qui devrait être celle des pauvres? Naturellement, la mondialisation, comme on dit, peut effectivement avoir des avantages comme des inconvénients. Nous voyons que sur le plan pratiquement économique, les Africains peinent à sortir de la tête de l'eau. Et ceci est dû au fait qu'il y a eu plus de le rapport de force est beaucoup plus favorable aux pays développés aujourd'hui qu'aux pays sous-développés. Si nous prenons seulement au niveau de la finance, nous voyons que déjà pour que l'Afrique accède aux ressources financières, il va falloir que l'Afrique paye plus cher, beaucoup plus cher que les pays effectivement qui sont développés. Et si le capitalisme aujourd'hui est plus caractérisé par son caractère financier et que nous n'arrivons pas à accéder à ces ressources financières, ça va poser un problème de développement. Nous avons des besoins en infrastructure, nous avons des besoins en industrie, mais nous ne pouvons pas les satisfaire. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes pour accéder justement à ces ressources financières-là que les grands du monde se sont accaparés et ont rendu même difficile l'accès en augmentant les taux d'intérêt. En quelque sorte, les pays pauvres sont phagocytés par les grands du monde. Exact. En ce sens, en quoi la globalisation peut-elle être une chance pour l'Afrique? La globalisation est une chance pour l'Afrique parce que tout simplement l'Afrique aussi a des atouts. L'Afrique a des atouts qui sont sa jeunesse, l'Afrique a des atouts qui sont même sa pauvreté, parce que la pauvreté aussi c'est la sobriété. L'Afrique a ses atouts qui font qu'il y a beaucoup de possibilités en jachère, c'est-à-dire des possibilités que nous n'avons pas encore développées et qui n'attendent justement qu'à être développées surtout au niveau de l'agriculture, surtout au niveau des ressources minérales et minéralières. Alors l'Afrique donc a cet atout-là pour effectivement
prendre sa place, la place qu'il lui faut justement dans ce concert des économies mondialisées. Les économies de l'Afrique, de l'Europe, presque tendent à des saturations où, en fin de compte, on a presque tout exploité. On a pratiquement, il ne reste presque pas de zones de jachère où on pourrait effectivement développer des choses. Mais nous, presque tout est à développer. Tout est à exploiter et je pense que c'est un atout si les gens nous laissent justement accéder à ces ressources financières-là. Justement, si les gens nous laissent accéder à ces ressources financières, et cela me donne la possibilité de parler du système, parce que l'accès aux ressources financières est souvent arrimé au système capitaliste même, disons-le. Est-ce que, tel que nous le connaissons, le système capitaliste n'est-il pas un frein à notre développement? Le système capitaliste, c'est un système historique. Et historiquement, les systèmes économiques se sont succédés. À un moment ou à un autre, nous, en Afrique, on n'avait même pas de salaire. Le salaire, si tu interroges le Wolof, on ne sait même pas qu'est-ce que ça dit. Le Toucouleur, qu'est-ce qu'il appelle le salaire? On n'avait même pas de salaire. Donc on est dans une situation d'économie communautaire. Il y avait le troc. Et c'est à partir donc de cet ensemble de dynamiques que finalement on est arrivé donc à des situations d'économie jusqu'au capitalisme où en fin de compte on a eu justement à faire émerger le salaire, à faire l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc ici, il y a simplement une sorte de dynamique économique qui va aboutir justement à ce que l'Afrique se décloisonne, ce que l'Afrique arrive justement à ce niveau de développement, ce mode de développement qu'on appelle le mode de développement capitaliste. Et ce mode de développement capitaliste, c'est un passage presque nécessaire. Et donc, si au niveau par exemple de l'Europe, le capitalisme n'a plus cette élasticité qui lui permet de se développer. Au niveau de l'Afrique, nous avons vraiment des espaces où le capitalisme peut vraiment s'exprimer parce que nous sommes très en retard. Et je pense que ce n'est pas le problème du capitalisme. Le problème, c'est un problème tout simplement de politique. C'est un problème justement d'hommes. C'est un problème de leadership international et que ce leadership international a voulu justement être un leadership qui ne veut pas libérer l'Afrique, qui veut prendre donc l'Afrique comme une vache laitière et continuer justement son développement. Justement, et ça interroge les autorités politiques africaines qui aussi ont la responsabilité de pouvoir essayer de mener une politique qui leur permettra de pouvoir donner à l'Afrique la possibilité de pouvoir lancer son économie. Mais lorsque l'on parle de citoyens, de revenus, de révolution, de la redistribution des richesses. Lorsque l'on parle de richesse de façon générale, on parle de moyens financiers, de revenus. Et aujourd'hui, est-ce que, tout d'abord, avant de parler d'une redistribution de ces richesses-là, de son équité, de tout ce qui va avec, est-ce que nous sommes aujourd'hui en mesure d'avoir des ressources nécessaires, les richesses nécessaires même à pouvoir redistribuer? Est-ce qu'on a ces ressources-là d'abord pour pouvoir les redistribuer? Les ressources, nous les avons au niveau même de l'État, tel que l'État fonctionne. Aujourd'hui, pratiquement, quand vous référez au discours de fin d'année 2022 du président Macky Sall, dans ce discours, le président Macky Sall nous présente presque 1500 milliards de subventions. Et donc nous pensons que ces 1500 milliards de subventions peuvent faire partie du financement de ce RBG. Si au niveau même du 1er mai, quand les syndicats sont allés le voir, il leur a dit « je ne peux pas augmenter des salaires ». Pourquoi? Parce que j'ai fait 1185 milliards de subventions. Donc il y a des ressources qui sont là, qu'on peut redistribuer. La subvention, elle n'est pas équitable. La subvention, quand, par exemple, on fait de la subvention, c'est celui qui peut acheter qui bénéficie de la subvention. Celui qui ne peut pas acheter ne peut pas bénéficier d'une subvention. Donc le paysan qui ne peut pas acheter ne peut pas bénéficier de subventions. Moi, en tant qu'enseignant, je capte plus de subventions que le paysan pauvre. Et ça, c'est inéquitable.
Donc j'ai dit que cette manne, 1500 milliards, il faut prendre ça et verser ça directement au niveau des populations pour financer justement, pour faire de la redistribution. Donc le paysan du Waalo qui produit du riz n'a pas besoin de la subvention du riz. Donc il peut utiliser cette subvention autre chose. C'est la même chose que le paysan du Baol qui produit son huile n'a pas besoin de la subvention de l'huile. Alors donc c'est à ce niveau-là donc qu'il y a des ressources et tous les États ils sont travaillés pour cette redistribution. Aujourd'hui on parle de la bourse de sécurité familiale, de la CEMU, etc. Donc c'est clair qu'il y a justement des ressources, mais ces ressources ne sont pas rationalisées, ne sont pas optimisées et nous pensons quand on va les optimiser, je suis sûr et certain, on peut financer à l'état actuel même des choses ce revenu de base sans problème. Par ce livre, vous avez théorisé le modèle un citoyen, un revenu. De quoi s'agit-il exactement? Le modèle un citoyen, un revenu, c'est un système de 5 opérateurs qui prend en charge les besoins élémentaires des populations. Se nourrir, se soigner, se vêtir, s'instruire, se loger et même travailler. Donc ce sont ces 6 besoins élémentaires qui font que pour qu'une personne soit libre, soit efficace, il faut qu'il les satisfasse d'abord. Un homme qui a faim ne peut pas bouger. Un homme qui est malade ne peut pas bouger. Un homme qui n'a pas de l'instruction ne peut pas se déployer pour imaginer des solutions. C'est la même chose que quand on ne travaille pas. Donc ce livre va prendre en charge ces besoins élémentaires et essayer justement de les satisfaire pour libérer les Sénégalais, pour libérer les Africains, pour qu'ils soient beaucoup plus compétitifs, comme vous l'avez dit, dans ce monde qui est dominé justement par les grands. Vous avez parlé de méthode, d'approche méthodologique. Voilà. Vous êtes enseignant. Naturellement, je m'attendais à voir cela quand j'ai vu le livre. Quel genre d'approche méthodologique proposez-vous pour que nous puissions arriver à un citoyen, un revenu? Si nous prenons l'approche philosophique, moi je dis que ma vision est fondée sur le fait que l'homme est au début à la fin du développement. C'est l'homme qui produit le développement. Et les produits du développement doivent servir à l'homme. Donc cette vision me fait dire que donc il faut partir de l'homme. Et c'est ça que j'ai fait. Donc prendre ce qui est essentiel, les besoins élémentaires. Une fois que nous allons les satisfaire, un homme peut être libéré et se battre lui seul. Donc c'est cette vision-là que j'ai eue du développement et surtout de se libérer encore des contraintes du sous-développement et de la pauvreté. Vous avez parlé des principes fondamentaux, les principes philosophiques, vous en avez parlé, capital social et dividende de citoyen ou social, mais également vous avez parlé de la question des salaires. Parce qu'ici, par exemple, le salaire unique mesure de la dignité du travail. Aujourd'hui, pour qu'on puisse parler également de redistribution de richesses, de distribution de revenus, il faudrait qu'il y ait du travail, de l'emploi, ce qui pose également un autre problème. Là, lorsque l'on parle d'emploi, on parlera du secteur privé, on parlera également des industriels. Quel doit être leur apport aujourd'hui pour la création tout d'abord de cette richesse-là avant de les redistribuer? Dans les 5 opérateurs, nous avons parlé d'un 5e opérateur qu'on appelle le FIGAP. Le FIGAP, c'est un fonds d'investissement et de garantie associé à un actionnariat populaire. Et c'est cet actionnariat populaire qu'on va mobiliser toutes les ressources internes financières de ce pays-là. Je vais vous donner un exemple que je donne en général, c'est Sénégindia. Sénégindia est une entreprise indienne qui exploite la production de la pomme de terre au niveau du Mbane, le Waalo. Alors, dans la perspective donc de ce projet, nous allons obliger Sénégindia d'ouvrir son capital aux paysans producteurs de pommes de terre qui vont être des actionnaires dans l'entreprise Sénégindia. Donc dans notre vision, le cultivateur, on va le transformer en entrepreneur.
serait plus un simple cultivateur, mais c'est un entrepreneur qui a des actions dans une entreprise. Et donc 70% de Sénégindia, nous allons proposer que ce sera détenu par les paysans du Waalo, ceux qui produisent de la pomme de terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avec ce fonds de FIGAP, si nous avons 1 million de cultivateurs, si nous prêtons à chaque cultivateur 1 million, ça fait 1000 milliards. Et le capital donc de Sénégindia, si on se limite seulement à Sénégindia, va se développer à 1000 milliards. Et donc, on va avoir un paysan qui va d'abord faire sa production, ses intrants, les prestations de services techniques, tout sera pris en compte par la société dans laquelle il est lui-même actionnaire. Et donc, il va produire sa pomme de terre qu'il va vendre à Sénégindia. Donc, il va avoir un produit, un premier revenu, et Sénégindia très complexe, acceptable, compréhensible, mais très complexe pour sa réalisation, parce que quand même les industriels, nous savons aujourd'hui avec le système capitaliste quelle est leur force et leur moyen, et surtout leur force de dissuasion face à l'autorité politique. En ce sens, quelle doit être la volonté et la responsabilité de l'autorité politique? Justement, c'est pourquoi dans ce projet, il faut qu'il y ait un président qui croit à ce projet-là. S'il y a un président qui ne croit pas à ce projet ne peut pas voir le jour. C'est un projet qu'on doit réaliser, que l'État doit réaliser. Ce n'est pas un individu qui le réalise. Et je vous dis, si les Indiens ne veulent pas, moi je suis sûr et certain qu'il y a des Sénégalais qui peuvent le faire. Voilà. Parce que quand tu prends 30% d'un bénéfice de 100 milliards, tu as 30 milliards. Et 110 milliards, laisse-le quand même aux producteurs. Et c'est comme ça qu'on se développe. Et c'est comme ça aussi que ton entreprise va se développer. Et, donc le problème, c'est que si nous avons un État qui est engagé, un leadership nouveau, qui a envie justement de travailler pour le peuple, moi je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Il n'y aura aucun problème parce que l'État ne finance pas, ne met un seul sou dans les 1000 milliards. C'est le paysan lui-même qui va mettre ses sous parce que c'est le paysan qui contracte un crédit et il va se financer lui-même, il va produire, il va transformer et il va commercialiser à l'intermédiaire d'une grande entreprise. Et c'est ça qui fait évidemment que le paysan devient très efficace. Il n'est plus individuel, mais il est dans une grande entreprise où il va justement avoir tous les moyens, il va bénéficier de toutes les opportunités et de toutes les possibilités pour vraiment être efficace au niveau économique. Ce modèle ressemble un peu à un modèle que j'ai observé par exemple dans les pays maghrébins, par exemple au Maroc, mais là c'est l'État qui est propriétaire. C'est l'État qui en quelque sorte représente la grande entreprise qui cède 70% de ses bénéfices aux populations autochtones, aux cultivateurs. Mais ici, comme vous le savez, moi j'interroge toujours le système capitaliste.
Vous savez que les industriels, les grandes entreprises, s'ils investissent, surtout avec des investissements lourds, ce n'est pas pour se retrouver ensuite avec 30% des bénéfices de l'investissement. Là, ça peut poser problème. Est-ce que ne pensez-vous pas que quel que soit même l'engagement ou même la force d'un homme d'État, d'une autorité politique qui voudrait que les populations autochtones puissent bénéficier de ces bénéfices-là, mais la négociation qu'il pourrait y avoir entre l'autorité de l'État et la grande entreprise, l'industriel qui voudrait investir, qui voudrait, parce que il faudrait que cela soit clair, celui qui investit ne cherche absolument rien d'autre que des bénéfices et des grands bénéfices. Les cultivateurs peuvent en gagner quelque chose. L'État, souvent avec l'autorité politique, et souvent, de quel genre d'autorité politique faudrait-il? Là aussi, n'y a-t-il pas un certain modèle d'autorité politique que vous cherchez, que vous voulez avoir, qui pourrait peut-être mettre en œuvre votre approche et votre vision de la redistribution des richesses? Naturellement, le leadership politique est très important. Sans ce leadership politique, ça ne marchera pas. Il faut quelqu'un qui croit à ce projet. S'il ne croit pas à ce projet, le projet ne marchera pas. Voilà. Je veux dire tout simplement que l'Indien, qui aujourd'hui, Sénéguindia, ne paie rien. L'Indien, aujourd'hui, peut-être gagner 10 milliards avec son entreprise. Mais avec cette nouvelle formule, il peut même gagner 20 milliards. Il ne paie rien. Il est là avec des paysans motivés, des paysans engagés. Voilà. Donc il pourrait gagner plus que ce qu'il gagne aujourd'hui. Et il ne va pas perdre aussi son investissement parce qu'on lui apporte de l'argent. Voilà. Donc moi je pense que si il y a des capitalistes qui comprennent que ça c'est leur avantage, est-ce que vous voyez, moi je dis on va trouver des capitalistes qui vont le comprendre et qui vont justement aller avec les paysans dans ce projet-là. Quels sont les impacts des mises en œuvre du projet Un citoyen revenu? Ouais, les impacts, déjà nous l'avons vu, le paysan devient plus riche. Le paysan qui n'avait qu'un revenu de sa production, la vente de sa production et qui était même mal payé. Aujourd'hui, cette vente, elle est très bien payée parce que c'est une entreprise qui va prendre cette production et vendre ça à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il a un revenu et un revenu d'action, qui est le dividende, ça fait deux revenus, et le revenu de base, ça fait trois, donc le paysan devient plus riche. Et la campagne, vous allez voir, devient beaucoup plus attrayante. Et certainement, vous et moi, nous allons aller en campagne. Parce que là-bas, il n'y a ni les bruits sonores, ni toutes les crasseries de la ville. Et donc, voilà, c'est aussi donc une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Dans donc, ce projet, il y a ce que j'appelle l'assurance maladie obligatoire. Tout le monde serait assuré. C'est obligatoire. Parce que j'ai donné un revenu de base et j'ai dit à chaque Sénégalais qui a un revenu de base, prend une somme dans ce revenu de base et va contracter une assurance. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas recevoir ton revenu de base. Donc tout le monde va aller justement adhérer. Et vous allez avoir presque plus de 400 milliards qui seront investis dans la santé, quelque chose qui n'a jamais été. Ce qui va sans doute augmenter également le taux de bancarisation. C'est ça encore. Voilà, le taux de bancarisation. Quel est le rôle des banques dans cette approche? Ouais, dans cette approche, les banques, justement, c'est eux le fonds, le FIGAP. Ce fonds-là, je pense que je vais associer les banques pour qu'on nous trouve ce fonds-là. Voilà, pour qu'on puisse justement placer ce fonds-là et prêter ce fonds-là aux paysans. Voilà donc le rôle vraiment que j'attends en fin de compte de ces banques-là. Voilà. Alors, le troisième opérateur, c'est la bourse de 100 000 francs à tous les étudiants. Voilà. Cette bourse de 100 000 francs à tous les étudiants va permettre vraiment de pacifier l'espace universitaire, aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau social. Voilà. L'étudiant donc va avoir ses 100 000 francs, il va pouvoir se nourrir, il va pouvoir payer même ses affaires scolaires avec justement ces 100 000 francs-là. Mais ce 100 000 francs de bourse, c'est comme un crédit qu'on a prêté
à l'étudiant. À l'image de ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre, là-bas, les étudiants vont prêter de l'argent, emprunter de l'argent au niveau des banques, mais ici, c'est l'État qui leur donne cet argent-là. Et après, maintenant que l'étudiant a réussi ses études et est devenu actif, on va demander à l'étudiant de prendre 1% de son revenu. Voilà. Et c'est ce 1% de son revenu qui va servir maintenant à financer l'enseignement supérieur. Parce qu'en fait, c'est un modèle de financement de l'enseignement supérieur basé sur le crédit. À la différence maintenant qu'on ne va pas demander à l'étudiant de faire une assurance vie, décès, etc., etc. Ici, c'est le crédit il est individuel, mais le remboursement il est mutualisé. C'est-à-dire que si l'étudiant n'est pas actif, n'a pas de travail, il ne peut pas le faire. S'il est décédé, il ne peut pas le faire. Mais les gens maintenant qui vivent, qui ont du travail, ils vont effectivement le couvrir. Je donne toujours l'exemple. Si c'était appliqué depuis 1960, moi en tant qu'enseignant, je vais donner mes 1%. Macky Sall, entrant président de la République, va donner ce 1% et il va couvrir peut-être ceux qui sont décédés, ceux qui n'ont pas de travail, etc., etc. Et je sais que de 60 à maintenant, peut-être l'État ne mettra aucun sou dans le financement de l'enseignement supérieur. Voilà l'innovation que nous avons apportée au niveau justement du financement de l'enseignement supérieur. Il y a maintenant l'opérateur de l'énergie solaire. Vous savez que aujourd'hui, l'énergie solaire sera une énergie qui va nous réserver beaucoup de surprises parce qu'elle est malléable. On peut en faire tout ce que nous voulons. La dernière fois, ça fait une semaine, on m'a informé qu'il y a maintenant des panneaux solaires où on a même divisé le poids de 50% de moitié. Et il est malléable, on peut le rouler, Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects qui font évidemment qu'avec cette énergie solaire, déjà au niveau de la campagne, nous pouvons avoir cette énergie, au moins l'éclairage, parce que je dis, on prend tout l'éclairage, on le bascule au niveau du panneau solaire, et ce sont les frigos, les climats, etc., qui vont rester justement dans le réseau, et donc en campagne, le paysan peut avoir son Internet et le paysan peut charger son portable. Et donc, il aura aussi de l'électricité. Voilà. Et là, je dis, ce sera une révolution extraordinaire, n'est-ce pas, qui fera évidemment, au niveau de la campagne, les gens peuvent être connectés dans le monde et peuvent savoir ce qui se passe dans le monde et donc peuvent améliorer justement leur affaire. Et le dernier opérateur, c'est ce fugable-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui enrichit complètement le paysan, donc qui le libère justement de la pauvreté. Merci beaucoup, Dr Abdoulaye Daye. C'était un réel plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci Sader, merci. Moi aussi, c'était un réel plaisir. Vous pouvez trouver ce livre ici aux éditions L'Harmattan Sénégal. Les acteurs politiques, nous, acteurs politiques, nous devons nous approprier de ce livre pour voir de quoi il s'agit réellement, voir le projet et essayer de voir pour pouvoir l'adapter pour la bonne marche. Merci d'avoir suivi cette émission. On donnera des mots à la prochaine.